Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Les rencontres de l'heure. Hey là, de tous les endroits en ce bas monde qui peuvent pas faire de grève l'été, il y a bien le zoo. Francis, c'est pas le zoo, tout sauf ça. Le zoo, mais il faut nuancer quand même. C'est pas c'était une grève, c'est devenu un lockout. Oh! Donc maintenant, c'est la partie patronale qui force les travailleurs à rester soit à la maison ou dehors. Là, à la porte. À faire le piquet. Donc, c'est ça. Ça avait été... Il y a une décision qui avait été prise là, par le syndicat il y a quelques semaines qui s'était doté d'un mandat de 10 jours de grève qui était aléatoire. Au zoo de Granby, toujours. Au zoo de Granby. Donc, tous les matins, on arrivait au zoo puis on découvrait s'il y avait grève ou pas, ce qui était quand même, au dire de la direction, assez emmerdant parce qu'évidemment, tu la planifies en conséquence. Et donc, là, face à cette menace répétée, ben, la partie patronale a juste décidé, bon, vous voulez pas collaborer, ben, restez chez vous. En tout cas, faites ce que vous voulez, mais vous êtes plus les bienvenus sur le site. Et donc, c'est un peu la fin des cacahuètes, là, on dirait, pour le syndicat qui a, je pense, perdu un peu sa main de poker. Là. Ils ont perdu énormément de pouvoir de négociation. Il faut aussi dire, Alex, que au zoo de Granby, il y a à peu près 850 employés en tout et ça ne porte que sur 130 personnes. Okay. Donc, grosso modo, là, le reste, là, 700 environ personnes. Ça continue à opérer le zoo, là. Il n'est pas fermé. Oui, exactement. On parle de techniciens vétérinaires, de menuisiers, de charpentiers, là, des métiers qui sont certainement nécessaires, absolument nécessaires, j'ai envie de dire, mais pas nécessairement au quotidien. C'est évidemment de la réfection d'un bâtiment ou d'une structure, ça peut se faire la semaine prochaine. Le procrastinateur en moi, en tout cas, te dit que c'est le cas. Tout ça pour dire, c'est dommage, ceci dit. Là. Puis j'ai fait un petit calcul là, sur une napkin, là, comme en bon économiste. Là, mais c'est quand même intéressant, entre guillemets, un lockout parce qu'évidemment, ça permet d'économiser des sous. 130 personnes, là, j'ai estimé à 50 000, là, c'est peut-être plus, là, mais c'est plus de 6 millions de dollars par année de payroll, comme on dit, de paiement de salaire. Tu divises ça par 52 semaines, c'est quand même une économie de 125 000 dollars par semaine là, qu'ils font de ce côté-là. Par contre, le zoo qui est conscient là, de son image puis qui veut évidemment remplir... le zoo là, et les coffres a décrété une baisse du tarif d'entrée. OK. Donc, d'ailleurs, si tu veux aller au zoo de Granby, Alex, c'est le moment ou jamais. Là. C'est moins cher que ça n'a jamais été. C'est passé de 60 à 40 $. Là. Donc, voilà. Puis donc, là, j'ai refait le petit calcul. Je ne sais pas c'est quoi les chiffres. Je connais la tendance annuelle, mais je devine que c'est plus l'été puis moins le 3 février. Là. Ouais, ben, il y a la version zoo d'hiver. Ils sont encore ouverts de ce que je comprends, mais c'est pas... mais il y a moins de monde que pendant les vacances de la construction. En tout cas, d'accord. J'ai fait un petit calcul vite, mais c'est sûr qu'actuellement, vu cette réduction de prix-là, ils perdent plus que ce qu'ils économisent en salaire. Là. On parle de quelques 2, 3, 400 000 $ selon la tendance, selon les hypothèses qu'on fait. Donc, c'est perdant pour le zoo, finalement. L'autre affaire qui est un peu dommage, c'est qu'ils avaient reçu des subventions là, pour moderniser certaines infrastructures, pour mettre en place des projets. Évidemment, des subventions qui dépendent que le personnel soit là pour réaliser ces projets-là. Donc là, soit ça va être mis sur la glace, soit carrément, ils vont devoir renvoyer l'argent parce que les projets ne se feront pas. Ce qui est un peu dommage pour cette attraction touristique assez majeure, je dirais, là, dans la région de l'Estrie. Oui, quand même. Non, c'est toujours très, très populaire, surtout pendant la période estivale. Quand j'étais moniteur de camp, on y allait. Là, on amenait les jeunes de camp tous les ans. Fait que je peux te dire, je l'ai vu, puis revu, le zoo de Granby. Tu crois que je suis jamais allé au zoo de Granby? Là. J'ai planifié mes vacances cette année, tout de suite après la fin de notre saison radiophonique. Donc, la semaine du 26 août, je serai en vacances. Et je vais au zoo de Saint-Félicien. Ça, c'est un beau zoo. Je vais faire la tournée du lac. Honnêtement, c'est un coin non seulement magnifique, il y a des microbrasseries à revendre aussi quand tu vas faire des petits arrêts, puis honnêtement... À revendre pas pour que je les achète, là, tu veux dire. Il y en a plus. D'accord, non, pas pour que tu les achètes. Non, méchant économiste. Méchant, non, juste qu'il y en a beaucoup. C'est ça que je voulais dire. De relève entrepreneuriale et je sais qu'il y a des microbrasseries qui sont à vendre. J'ai mal compris ton expression, Alex. Bref, un zoo. J'irai certainement au zoo de Granby, un de ces quatre. On va attendre c'est cool. Vraiment beau. Que le conflit à Granby se règle. Salut les ours polaires pour moi. Écoute, ça, j'avais hâte de t'en parler. Ça me fait rire parce que dans l'espèce de grand bassin de dossiers obligatoires, je vais les appeler comme ça, les dossiers obligatoires pour la droite politique en ce moment,
Il y a comme plein de sujets sur lesquels t'es comme obligé de te ranger, que ça t'intéresse ou pas, que tu y participes ou pas. T'es obligé, par la semaine qui court, d'haïr la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Ouais. T'es obligé de critiquer ça, tu l'as pas vu, tu t'en fous, t'es obligé de dire que c'était mauvais. Puis t'es obligé d'aimer les cryptos. Parce que pour des raisons qui m'échappent, ben, il y a beaucoup de gens qui votent de ce bord-là. Je pense que c'est plus important d'haïr la cérémonie d'ouverture que d'aimer les cryptos. Par contre, si je dois... encore une fois, je n'endosse ni l'une ni l'autre de ces positions. Mais bref, t'as bien raison que ça semble être une espèce de concept dont s'est amouraché la droite politique. Et puis, on sait que Pierre Poilievre avait fait une sortie favorable là, au Bitcoin, mais il en a pas beaucoup reparlé, tu remarqueras, depuis. Là. Ben, depuis l'effondrement des FTX, entre autres, hein, la plateforme. C'est ça, là. Puis, je veux dire, tu sais, il y a eu FTX, il y a eu aussi le cours du Bitcoin qui s'est vraiment effondré. Là, c'est revenu à où c'était. Mais tu sais, ça a bien montré là, que l'extrême volatilité de cet instrument proto-monétaire. Et là, donc, hier, c'était au tour de Donald Trump, là, qui était conférencier invité d'un grand rassemblement là, de Crypto Bros là, à Nashville, au Tennessee, et qui, finalement, écoute, contre toute logique d'un président américain, voudrait... je sais pas, j'ai la misère à exprimer nationaliser ou institutionnaliser, mettons, le Bitcoin. De Bitcoin. Et en faire quasiment comme la deuxième monnaie nationale. Mais tu sais, je veux pas comme rentrer dans les technicalités de l'importance du dollar US dans l'économie mondiale, puis du rôle que jouent les obligations d'épargne émises par le gouvernement américain, mais comme ça démontre une incompréhension fondamentale de comment fonctionnent les marchés financiers à l'échelle de la planète. Puis entre nous, après Bitcoin, donc ça démontre une incompréhension fondamentale. Après ça, Bitcoin en tant que tel, ben c'est sûr que M. Trump, là, on voit bien à travers son jeu, tout ce qui peut lui rapporter $1, il va se montrer favorable à ça. Évidemment, il y a beaucoup de ces crypto bros qui ont une valeur aujourd'hui nette élevée, là, en fonction, et demain qui vaudra rien, mais tu sais, dont les jumeaux Winklevoss qu'on connaît là, pour avoir été impliqués dans les débuts de Facebook. Comment on définit ça, un crypto bro? Ah, ben c'est juste un gars, là, parce que c'est tous des hommes là, qui ont les crypto-monnaies. C'est pour vrai, c'est ça, hein? 98% des hommes. Ouais, il n'y a pas de femmes dans cet univers-là. Ça, c'est fou. Puis là, je sais que tu n'as pas les réponses dans les mains, mais juste d'analyser ce phénomène-là. Comment ça se fait que c'est des gars? C'est juste des gars qui ont de la crypto? À une époque, je me tenais beaucoup avec un chercheur, là, Duncan Stewart de Deloitte, puis qui faisait remarquer que c'était la même chose dans l'univers de la technologie en général. Là, je veux dire, dans les jeux vidéo, dans beaucoup d'entreprises de la Silicon Valley. Puis il y a eu des efforts ensuite conscients qui ont été pris par ces organisations-là pour... puis ça commence tôt, là, entraîner une ingénieure logicielle, là, faut que tu commences au secondaire, là, tu l'orientes, les métiers STEM qu'ils disent en anglais, là, sciences, technologies et mathématiques, c'est un effort sur 10 ans. Fait que c'est sûr que quand Twitter ou Facebook ou Google décident, on va se mettre à investir dans ces programmes-là pour les jeunes filles, puis puis Girls Learning Code, là, en tout cas, tout ça. L'affaire avec les cryptos, c'est qu'il n'y a pas d'institution derrière. T'sais. C'est une gang, c'est une communauté. Fait qu'il faudrait que la communauté s'organise pour dire qu'on va encourager des femmes, mais la communauté, par définition, elle n'est pas organisée. C'est même à l'extrême de l'organisation. C'est le libertarianisme, c'est l'absence totale de règles. Puis, entre nous, je veux pas, j'ai pas le portrait démographique total, mais je peux bien m'imaginer que là-dedans, il y a une couple d'incels, puis un peu de misogynie profondément ancrée. Fait qu'ils ne veulent pas attirer nécessairement des femmes. Ils croient qu'ils ont raison, le Bitcoin, c'est l'avenir, nanana. Puis entre nous, c'est cette espèce de schéma de Ponzi dans lequel M. Trump semble avoir embarqué. Et je serais pas surpris d'apprendre que M. Trump a des Bitcoins puis qu'il a fait cette sortie hier pour en faire augmenter la valeur pour les revendre. C'est le genre d'opportunisme qui lui sied généralement assez bien là, à M. Trump. Ouais. Bref. Y a-t-il moyen d'expliquer simplement, mettons, pour nos auditeurs, Francis, pourquoi c'est une idée de schnout, ça, d'avoir une réserve nationale de Bitcoin? En quoi c'est débile?
Ben, ça sert à rien, tu comprends? Tu peux avoir... ce que j'en comprends, le gouvernement américain achèterait tout plein de cryptos, là, des bitcoins notamment, puis là, il les détiendrait, puis là, ça fluctuerait de même. Certains pensent que vu que les États-Unis en achèteraient probablement pas juste une poignée, là, ils en achèteraient des grandes quantités, ça permettrait éventuellement de stabiliser la valeur de la crypto. Mais tu vas faire quoi avec cet argent-là? Ouais. Tu vas-tu vendre du pétrole aux Saoudiens ou tu vas-tu échanger des ogives nucléaires? Ou, comme, quelle est la finalité de détenir une pile? Un peu comme on a détenu à une époque les talons or, là, une pile d'or. Là, je veux dire, ces concepts-là sont révolus. Ben non, là, je veux dire, on a de l'or, là, mais parce que c'est une commodité comme une autre. Il n'y a plus la notion de ton dollar ou ton euro ou ton dollar canadien est adossé à la quantité d'or que tu as dans une voûte à quelque part. C'était cool, ça. Il y a quelque chose de totalement absurde là-dedans. Puis non, il y a un gros tas d'or, là, des beaux lingots, je sais pas. Non, c'est pas... Picsou. Ouais, non, tu sais, ça d'ailleurs, déconseillé de plonger dans une piscine pleine de pièces d'or. Là. Je sais que c'est peut-être pas votre cas à la maison, là, mais si vous avez une piscine pleine de pièces d'or, sautez pas dedans, je suis sûr que vous allez vous tuer. Je suis sûr que ça va. C'est comme donc, pas. Ça vient pas pour répondre succinctement à ta question, c'est une perte énorme d'argent. Là, c'est des actifs qui seraient bien mieux dédiés à d'autres usages, comme construire des ponts ou des écoles, ou etc. Je vois aucunement le Bitcoin s'imposer comme une alternative au dollar US dans les échanges internationaux. Là. Ça va rester l'affaire de la lubie d'une gang de morons là, qui veulent s'enrichir. Non, mais c'est vrai, non, c'est ce que c'est. Là, tu comprends? Fait que je vois pas quelle place ça peut prendre. Puis d'ailleurs, tu sais, j'ai déjà raconté ça à mon balado, mais il y a eu un pari à un moment donné entre un journaliste économique et je pense que c'est David Andreessen d'un grand fonds là, de la Californie. Et, écoute, c'est une histoire qui date d'il y a 10 ans. Puis c'est un gars très, très bright, là, Mark Andreessen, qui disait dans 5 ans, vous allez voir 5% de tous les échanges, là, Starbucks, IGA, là, vont être en crypto, là, en Bitcoin. Et puis, ils ont parié, c'était une blague d'une paire de bas, là, je sais pas quoi. Et 5 ans plus tard, ils ont refait un balado. Puis, c'est quand la dernière fois que tu as payé quelque chose en Bitcoin, Alexandre Moranville-Ouellet? Ah, jamais. Et ta mère et moi et les gens en régie, tu connais-tu quelqu'un qui a déjà payé quelque chose en crypto, mettons? Non, jamais. Entre ça et 5% de tous les échanges, il y a comme une petite marge. Fait que oui, il y a une gang de gus qui s'envoie des cryptos là, pour acheter de la drogue puis d'autres affaires, mais tu sais, il n'y a pas d'usage commercial dans la vente au détail. Tu sais, même à un moment donné, Tesla avait dit qu'elle allait accepter les bitcoins, puis finalement, Elon Musk a dit finalement, l'empreinte écologique est tellement de marde que ça va atténuer tous les efforts que je fais qu'on fait à vendre des voitures électriques. Ouais. Fait qu'il avait arrêté ça. Fait que tu sais, je vois vraiment pas ça arriver. Après, M. Trump, il parle à cette gang-là, il essaie de gagner des votes, puis je te dirais en termes stratégiques, moi, j'aime particulièrement pas cet univers-là, mais est-ce qu'il va gagner quelques votes? Est-ce qu'il va vraiment en perdre? C'est comme un genre de jeu que il n'y a pas vraiment de, entre guillemets, de downside. C'est-à-dire il n'y a pas la ligue des anti-crypto là, pour qui vont changer d'avis. Le monde sont juste indifférents ou aiment ça. Oui, c'est déjà assez polarisé aux États-Unis qu'on se comprend qu'il n'est pas à cette frasque-là près là, d'aller perdre de ses appuis. Hey, tu voulais aussi nous parler en terminant d'une consolidation dans le milieu de l'automobile, comme s'il n'y avait pas... C'est pas de l'automobile. C'est très drôle que Attends. C'est très drôle Art, que Bentley, Corvette. Mais la Corvette, attends un peu. Corvette les magasins. Ouais, exactement. Oh, Corvette, les Corvettes! Et c'est très drôle. Bentley, c'est quoi? Bentley, c'est des valises, Alexandre. Mais c'est parfait parce que... Je suis tellement perdu. Parce que Paul Nassar, qui est l'entrepreneur derrière tout ça, a fait la blague en entrevue en disant « Mes enfants pensent que je viens d'acheter des dealers de chars. » Et donc, c'est pour ça. C'est bon. Et j'ai vraiment pas voulu t'induire en erreur. Je m'excuse si j'ai pas été assez clair dans mes notes. Mais non, donc, c'est un entrepreneur du domaine de la vente au détail. C'est des marques qu'on connaît beaucoup en région au Québec, qui sont pas nécessairement des marques qu'on sent qui s'en vont. C'est pas l'Amazon québécois, là, on va se le dire comme ça. Le magasin de proximité. Ben oui, puis tu sais, avec une évolution lente, on va dire, là, depuis des décennies. Là, on paye pas en crypto, Corvette. Hein? Non, on paye pas en crypto. Ils prennent-tu la carte de crédit? Non, mais tu sais, je blague, là, mais grosso modo, donc Heart, c'est un exemple qu'on retrouve, il y en a un à Port-Neuf là, que je connais, je salue la gang là-bas, mais tu sais, des Corvettes, c'est vraiment souvent dans des plus petites villes, villages, des magasins qui ressemblent quasiment un peu à des rois du dollar. Tu sais, c'est un peu bric-à-brac, des gros néons, il n'y a aucune mise en scène, il n'y a pas de personnel sur le plancher. Tu sais, c'est un genre de
c'est ça, là, de gros... Magasin général. Petit Costco, ouais, mais tu sais, un peu babiole plastique, tu sais, tout ça. Et Bentley, pardon, qui est un tout autre positionnement, qui vend des valises. Puis là, évidemment, tu as quelques modèles haut de gamme. Tu as vraiment toute la gamme de produits de voyage. Dans les 3 cas, évidemment, là, ce qu'ils vendent, c'est largement trouvable, disponible sur le web. Le marché de la valise, notamment, a été grandement numérisé. Et je pense que le pari là, de M. Nassar, c'est qu'en regroupant tout ça sous une même bannière, en utilisant peut-être moins un logiciel en haut, un entrepôt, un peu les coûts un peu. À la Simons, là, où des grands groupes comme ça qui ont réussi à se fabriquer ou Métro, là, qui ont réussi à se fabriquer quand même des chaînes logistiques peut-être pas du niveau de Walmart, là, mais qui ont le pouvoir d'achat puis tout ça, ben, c'est éventuellement de sortir ça, puis peut-être effectivement de les faire rentrer un peu dans la modernité, entre guillemets. Je suis pas un expert de vente au détail, mais j'ai un Corvette à Saint-Marc-des-Carrières où je vais acheter des choses comme je vais au Roi du Dollar, là, comme des babioles pour mon enfant, mettons. Puis, l'expérience, je veux pas être chien, mais c'est dégueulasse. Comme je te dis, les néons, la mise en scène, ça traîne, tout est... Tu sens pas qu'il y a de l'amour beaucoup. Il y a pas des petits spots là, sur le rayon, puis c'est pas velours et tapis, là, c'est comme... Puis la madame à la caisse, elle m'appelle mon beau, là, mais c'est correct. Là, mais... c'est bien ça. Tu te plains de l'expérience client, mais tu te fais complimenter. Qui te dit que t'es beau dans ta journée, à part la madame du Corvette? Mon beau, Alexandre Moranville. Mon beau. Mais bref, ça pour dire, je pense qu'il est temps que ces enseignes-là se modernisent, puis je pense que M. Nassar semble avoir une vision claire de ce que ça va être. Ça crée un genre de drôle de groupe bien bigarré là, de marque. Il manque quasiment juste Tigre Géant pour compléter le... Parle-moi d'un autre... Pour vrai, là, Tigre Géant, c'est... OK, là, je vais faire... Ou Rossi. OK, vibrant plaidoyer aujourd'hui. Non, mais vibrant plaidoyer pour le Tigre Géant. C'est ça aujourd'hui, là. Attachez votre tuque. Cet endroit-là, c'est fantastique. Allez plus souvent au Tigre Géant. On se plaint de l'inflation, là. On se plaint que tout est cher. Allez au Tigre Géant. Faites votre épicerie au Tigre Géant. J'ai fait ça l'autre fois, là. Moins cher l'épicerie que j'ai payé depuis des lustres. Non, mais écoute, c'est ça. C'est une autre catégorie de commerce qui ont misé justement un peu à la Costco, Dollarama, comme je te dis, qui ont misé vraiment sur garder les coûts vraiment le plus bas. Mais je pense que là, à un moment donné, il faut quand même faire un petit effort. Là, puis c'est là où on va voir ce que M. Nassar réussit à faire. Bitcoin au Rossi, puis au Corvette, dans pas long. Au secours. Au secours. Un gros merci, mon beau, Francis. Ça marche, Alex. Salut.